La même chose sur la jeunesse. Comme disent les hommes politiques, nous aussi on sait qu'il y a. Ils ont déployé même à ce qu'ils disent. Voilà, parce que nous ne sommes pas au cœur du processus. Ce qu'on est en train de faire, on espère que dans nos prochaines rencontres, qu'il y ait plus un nombre égal de femmes, ou bien même plus de femmes, parce que aujourd'hui, si vous ne le mettez pas dans votre programme de développement, vous n'êtes pas vu comme quelqu'un de crédible. Si vous faites un projet, vous montez et qu'on vous demande quelle est la composante femme là-dessus, tu dis oui, l'essentiel vont aux femmes, je dis oui, ok, mais du point de vue de la gouvernance, au plan de gestion. Alors, donc, c'est cette représentativité, des questions comme ça, qu'on serait amené à l'issue de cette rencontre, de pouvoir discuter pour mieux prendre en compte, de manière à ce que tout ce que nous aurons amené à faire ici, que ça puisse être quelque chose de, je dirais, d'adéquat. La composante femme doit être vraiment au moins à 45%, si tu peux faire à 50% ou bien même plus. Donc c'est pourquoi nous encourageons nos femmes, vos collègues, vos amis, pour qu'à notre prochaine rencontre, qu'ils puissent vraiment se présenter. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va les intéresser. On a prévu de faire des séances d'immersion en anglais, pour que l'usage de la langue anglaise soit beaucoup plus répandu ici, que ce soit au Mali, au Sénégal, dans la région. Parce que aussi, nous tous, on a fait les écoles, on a étudié, on a lu, mais quelque part, notre retard tient au fait que le retard de l'Afrique, quelque part, s'explique par ce fait de ne pas être intégré au circuit international, que ce soit au circuit mondial par rapport aux nouveaux enjeux de développement. Et malheureusement, ces nouveaux enjeux de développement, les pays anglophones se situent en top. Ça, c'est clair. Donc, aux États-Unis, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le chinois, le français vient en 4e position. Ça, c'est clair. Donc, c'est une réalité de passer dans les trains ou bien quelque part, d'entendre quelque part les Français. C'est comme si vous quittez Mali, vous allez en Australie, à Sydney, vous passez dans les trains, quelqu'un parle Bambara. Waouh, ça c'est une vieille connaissance. Donc c'est l'impression qu'on a au stage lorsque vous parlez français. Je sais que différents profils sont ici dans la salle. J'ai vu la liste, j'en connais quelques-uns par nom. J'aimerais juste faire une tour de table pour que chacun puisse se présenter aussi, dire par rapport à ce background, rapidement, brièvement. Tout le monde, excusez-moi. Bonjour, monsieur Demba Ndiaye. Je suis jeune, j'ai des ambitions, parce que moi j'ai tout le temps dit que pour le jeune, le seul moyen qui peut faire que nous puissions vraiment sortir de notre situation-là, c'est de passer par l'entrepreneuriat, par l'entreprise. Et moi je pense que je viens du Nord, je viens quand même avec M. Nico, peut-être, j'ai fait exprès de le faire venir, c'est un abonnant. Je suis du cercle de Diré. Qui dit Diré pense tout de suite à l'agriculture. Comme on l'a dit au Mali, Diré est la capitale du bleu. Le blé pour faire de la farine et tout. J'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque je échangeais avec M. Ndiaye, je vois que c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. J'ai tout le temps mérité d'avoir des choses dans le domaine de l'agriculture. Je dis que c'est une opportunité à saisir. Merci. Donc j'espère qu'à l'issue de nos échanges, nous pourrons mettre quelque chose de profitable à nous tous sur place. Merci bien. Merci beaucoup. Moi, je nomme Amadou Diko, je suis chercheur à l'Université des sciences et techniques et technologies. En même temps, je travaille dans beaucoup de projets personnels dans le domaine agricole, que ce soit dans la production de compost, la valorisation de certains déchets pour les valoriser sous forme d'engrais. Et en même temps, dans l'utilisation aussi de micro-organismes comme biofertilisants pour améliorer la croissance des végétaux. Donc j'évolue dans ce sens et je suis très proche, surtout dans la valorisation. Mais pour l'instant, je suis dans les essais de champs et je m'attends ensuite de continuer à vulgariser les paysans. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Abdoulaye Guindo. Je suis professeur d'enseignement secondaire, j'enseigne la philo au lycée. Je suis aussi journaliste, blogueur. Donc je suis venu à cette rencontre parce que je me dis qu'en tant que blogueur, je suis aussi communicateur citoyen. Donc peut-être qu'à l'issue de la journée, je pourrais peut-être avoir quelque chose à me mettre sur la dent. Merci. Bonjour, moi c'est Didier Diallo, je suis informaticien. Je suis là parce que je suis invité. Je représente M. le Premier ministre Ousamara.
Personnellement, quand je regarde le thème, il y a certains points qui m'amènent à vous demander de comprendre la relation entre la communication, entre la citoyenneté et entre l'entrepreneuriat. Parce que j'ai l'impression qu'on parle plus d'entrepreneuriat, mais je vois également qu'on parle de communication, on parle de citoyenneté. C'est même pour ça qu'on a beaucoup de blogueurs ici présents. Donc c'est peut-être pour mieux comprendre le thème. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Ismaël Aboubakar. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Sanare Cheikh Abbas. Je suis le frère dans l'association ADEGA. Personnellement, j'ai un 2 en microbiologie, option laboratoire. Ce matin, je suis là parce que non seulement l'association a été invitée, mais ce qui m'a motivé de venir parce que actuellement j'ai un projet en cours, un projet de ferme pour poulailler. Donc je viens acquérir la connaissance pour pouvoir bien acheminer mon projet. C'est un peu la question ce matin. Je vous remercie. Je suis en train de monter le projet de poulailler. Oui. Bon, bonjour tout le monde, je suis Mamadou Ben Moussa Koulibaly, je suis journaliste et blogueur, aspirant entrepreneur. Ce matin, je suis plus particulièrement intéressé par le fait de savoir est-ce qu'effectivement la solution, pour ne pas dire de crise en Afrique, viendra de l'entrepreneuriat. Parce qu'on voit que c'est devenu la mode, tout le monde s'y met pour s'y mettre, mais on a tendance aussi à nous vendre des modèles qui parfois ont réussi. Mais combien ont réussi sur les milliers, des millions de personnes qui ont tenté? Il ne suffit pas d'aller sur les réseaux sociaux, de prendre des photos de soi, assis dans un bureau pour mettre et motiver les gens, soyons entrepreneurs, alors qu'il y a l'envers du décor qui n'est malheureusement pas ce qu'on croit. Donc je viens m'informer et pouvoir partager avec les autres également ce que j'apprendrai ici. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Danyoko, je suis journaliste et aussi blogueur, comme mes amis qui sont là. On est tous dans la même communauté, on a une communauté de blogueurs qui s'appelle Doniblog, où les blogueurs sont ensemble, donc c'est pour impacter, c'est pour en tout cas voilà, contribuer, voilà, voilà. Donc aujourd'hui ma présence ici c'est essayer communication citoyenne, jeunesse et entrepreneuriat parce que voilà, nous on aspire à entreprendre peut-être demain, après-demain, voilà si l'occasion s'y prête. Mais aujourd'hui c'est de voir, comme il l'a dit, hein, l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est un bien beau mot, on le dit à tout bout de champ, jeunesse entreprendre, mais comment entreprendre si on n'a rien? Comment entreprendre? Qui peut entreprendre? Est-ce que forcément l'entrepreneuriat ça nous réussit à tous? Est-ce qu'il faut tout laisser au profit de l'entrepreneuriat? Franchement, aujourd'hui nous sommes là, c'est pour savoir réellement comment entreprendre et quels sont les risques et qu'est-ce que cela peut nous apporter et si tout le monde peut entreprendre et sinon pourquoi. Et voilà, il y a un certain nombre de questions que je me pose et que je pense que je pourrais avoir des réponses ici. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Mme Aïdara Aminata Diko. Je suis la vice-présidente d'une association qui s'appelle KISA, qui se bat pour les droits des peuples nomades dans l'espace sahélo-sahélien. Bonjour tout le monde, moi c'est Diallo Seydou. Je suis détenteur d'une maîtrise en droit public option international. En droit public option international. En même temps, je suis élève ingénieur en décentralisation et développement communautaire. Et je crois que cette formation peut m'apporter beaucoup de choses parce que dans toutes choses, il faut communiquer. S'il n'y a pas une communication, il n'y a pas une vie pour moi. Donc, c'est un plaisir d'assister à cette formation. Et je crois que dans les jours à venir, en tant qu'ingénieur en développement communautaire, ça me permettra de faire beaucoup de choses sans avoir de difficultés. Merci.
Bonjour, je me nomme Moussa Magassa, je suis journaliste blogueur. Je fais partie de la communauté des blogueurs également. Je pense que les attentes, c'est la même chose que ce que mes prédécesseurs ont également dit. Donc, vivement les prochaines séances aussi. Merci. Moi, c'est Suleiman Koulibaly, je suis professeur de philosophie. Mais présentement, je suis en train de faire un DA à Ouagadougou en philosophie politique. Notamment, je travaille aujourd'hui sur la question de la démocratie et plus encore le problème des minorités. Bon, ce thème-là vraiment m'intéresse assez. J'ai été invité quand même par mon ex-élève Bogar Samari. Bon, je voulais assez en politique. Je pense que qui parle quand même d'entrepreneuriat parle aussi de développement communautaire ou encore local. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc j'aimerais apprendre assez des choses à travers vous. Merci. Vous avez Mamadou Traoré, professeur d'enseignement secondaire, assistant vacataire à l'université. Je suis aussi doctorant dans le domaine des sciences de l'éducation. Je suis sur une thèse. Je viens dans une zone du Mali qui est essentiellement agro-pastorale et c'est pourquoi, depuis que je suis étudiant, je milite dans une association qui a pour objectif le développement économique, social et culturel de la localité. Aujourd'hui, je suis l'un des premiers responsables de cette organisation. Je travaille avec surtout les jeunes étudiants pour effectivement leur permettre de comprendre les potentialités de la localité. Parce que le constat que nous avons fait, c'est le fait que tout le monde vient effectivement dans les universités et après les études, pratiquement ils n'ont pas grand chose à faire. Alors que les potentialités sont dans la localité, les initiatives manquent pour le développement. C'est l'Opogola, l'arrondissement de l'Opogola, dans la région de Sikasso, cercle de Sikasso. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je suis Abdelmajid Mohamed Meiga, je suis communicant et journaliste. Je suis juste là ce matin pour la couverture de l'événement. Bonjour, je m'appelle Boubacar Sidiki Aydara, je suis journaliste aussi. Comme beaucoup, je suis là pour m'informer et apprendre. Pour mon côté entrepreneur, je ne sais pas trop pour le moment. Il y a des bribes d'idées qui j'aime dans ma tête, mais sans plus. Et j'espère qu'à la fin, il y a, comme on le dit, il y a mon côté entrepreneur qui va peut-être s'éveiller. On verra, je l'espère. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Sissi Mahamadou. Bon, pour dire que moi je suis là par défaut parce que je devrais sur une formation de la Jeune Chambre internationale ici. Mais là, je crois que je vais rester pour sûr. Mais j'espère sortir aussi avec beaucoup d'expérience en matière d'entrepreneuriat jeunesse. Bonjour, moi c'est Boran Kamara, je suis journaliste, sociologue de formation. Je trouve personnellement que l'entrepreneuriat est beaucoup plus développé dans les pays anglophones que francophones. Et je pense que aussi ce genre de formation vont sans doute, en tant que jeunes, nous permettre d'être bien outillés pour saisir des opportunités dans l'avenir. Je trouve que c'est très important. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Soumana Samaki, je suis professeur de lettres. Ce qui m'a le plus attiré pour prendre part à cet échange, c'est effectivement le volet communication. Parce qu'en réalité, les sujets relatifs à l'entrepreneuriat, j'en sais pas grand chose, mais je suis là aujourd'hui pour effectivement apprendre, pour m'informer, pour plus tard dispenser ces connaissances aux jeunes générations. Bonjour tout le monde, moi c'est Keita Adam. Je suis agent immobilier, je travaille dans une société immobilière qui est West Africa Immobilière. Et en même temps, je suis diplômé de la maîtrise en anglais, une langue, l'ex-Flash. Et je suis aussi membre du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Et je viens du cercle de Baflavé. Comme vous l'entendez, quand on parle du cercle de Baflavé, on pense directement à la rencontre des deux fleuves qui forment le fleuve Sénégal.
Et j'ai beaucoup pensé dans cette localité où il y a des fleuves qui traversent dans un cercle où ces deux fleuves ne sont pas bien exploités dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai un projet que si j'ai eu de moyens, pourquoi pas de ne pas aller exploiter cette terre qui est très fertile, mais la population n'a pas les moyens d'utiliser ces deux fleuves. Et je vois aussi des jeunes qui quittent dans ces cercles et aller immigrer sur la mer et puis aller mourir. Donc pourquoi pas de ne pas trouver des moyens pour ces jeunes d'exploiter davantage cette localité au lieu d'aller immigrer vers l'Europe. Merci beaucoup. Je suis l'un de vos frères, d'abord. Prenez-moi en tant que frère, prenez-moi en tant qu'ami, comme a dit Boubacar. Et ce que je vous propose ici de faire avec vous, d'initier avec vous ici au Mali, c'est une initiative que j'aimerais que ça continue et qu'il y ait à l'issue de cette rencontre un comité de suivi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y ait de la substance. Qu'à l'issue de ça, que quelqu'un peut me dire, oui, certains m'ont demandé qu'est-ce qu'il en est de ceci, de cela, qu'est-ce qu'on peut faire, où sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel groupement. Il y a un organisme qui nous avait sollicité récemment, il a contacté un de nos amis et il voudrait qu'on fasse ceci, cela, comment on peut faire pour approcher la chose. Parce que nul n'est parfait en soi. Des fois, vous avez la chance de côtoyer des organismes qui vous disent, ok, on voulait travailler avec vous, avec votre association, mais on aimerait faire ceci, cela. Et vous sautez sur l'idée, sans associer les autres, vous pensez que vous pouvez le faire. Oh non, je vais juste couper ça, copier-coller, un document et j'envoie. Vous le faites, vous êtes éligible. Le projet passe à quelqu'un d'autre. Il reçoit moins de soutien que ce qu'il devait avoir si le projet était ouvert aux autres. Donc ça, on va revenir tout de suite dans le développement. Il y a un aspect que je vais aborder tout de suite. Mais pour vous dire qu'il faut à partir de maintenant, autre chose qu'on doit apprendre en tout cas à délaisser, derrière toute opportunité, derrière toute menace de crise, il y a une opportunité. Donc si on voit bien toutes les opportunités qu'on a ici au Mali, derrière chaque opportunité, en fait, il y a des risques. Maintenant, avec le statu quo, pour en arriver ici, il y a des étapes ici de conception, il y a des étapes analytiques et il y a des étapes opérationnelles. Donc, l'analytique, là, on le sait, c'est tout ce qu'on dit dans les journaux, l'Afrique, le pays, l'instabilité est connue. Mais l'opérationnel, c'est à partir de ce qu'on décide de faire aujourd'hui. À partir de ces rencontres, on se dit, ok, on comprend que quel projet peut faire ceci avec nous. Donc nous, on peut aller vers eux et plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous, on peut être proactif. Et c'est ce qui nous manque. Ça, c'est à l'échelle de l'Afrique. On n'est pas proactif. Sans définir un cadre de communication qui soit citoyen, parce qu'on est en Afrique. Bon, si on était dans les pays développés, ils n'ont pas besoin de citoyens. Parce qu'on comprend que c'est citoyen. Tu ne peux pas ne pas aimer ton pays. Tu ne peux pas ne pas développer un sens citoyen. L'objectif ici d'avoir les blogueurs, les gens des réseaux sociaux, on est en Afrique. On est en Afrique. Il y a des choses, si on les dit, si on décide de les dire, il faut les dire d'une certaine manière. On ne parle pas de les enrober avec du sucre, mais on se comprend. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas se permettre de communiquer n'importe comment dans un environnement où il y a tellement d'enjeux au plan économique, politique, social, culturel, religieux, même entre des gens d'une même religion. On prie tout le monde, mais quand même il y a des différences entre nous dans la pratique. Donc du fait de ce niveau de différenciation, de perception différente, on ne peut pas communiquer n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le problème de nos médias en Afrique, c'est parce qu'on n'est pas parvenu à avoir un cadre unitaire d'action lorsqu'il s'agit de parler, de comment parler. Les gens ont des problèmes. Donc, en tant que journaliste, tu es libre de dire, on dit que la démocratie commence par la liberté de presse et tout ça, mais quand même, même aux États-Unis, en Europe, partout, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Bon, dans les plus grandes démocraties du monde aussi, parce qu'ils ont acquis des choses, ils ont mis des garde-fous, il y a des textes, il y a des lois. Au moins, passons par ça. Et si on nous propose des choses à l'Assemblée nationale, peut-être que ça ne va pas passer, ou bien ça va passer avec une majorité un peu prolixe, mais au moins qu'on aura émis que ça doit passer. C'est une préoccupation des acteurs, des médias, de la presse. Mais en Afrique, donc, par rapport à ça, la communication citoyenne aujourd'hui est le soubassement de ce qu'on est en train de faire. Parce que sans qu'on ait ça en compte, il faut qu'on sache qu'on en a
Ce qui nous engage, c'est collectif. Ce n'est pas quelque chose de je tire mon épingle du jeu et je suis sauf. Non. Si l'image du pays, si l'image de la zone Afrique de l'Ouest aujourd'hui est négative, ça impacte tout le monde. Ça impacte, je vous prends un exemple. Les billets d'avion sont très chers pour voyager en Afrique, de pays à pays, que de voyager de l'Europe vers l'Afrique. Que de voyager entre Europe et pays européens. Tu prends des billets d'avion de Californie à Washington, East Coast, West Coast, Californie, New York, tu prends un billet d'avion qui te coûte 75 000 francs CFA. 75 000 francs CFA. Et la distance entre Californie et New York, c'est pareil à la distance Washington-Mali. Mais on vous demandera là-bas de payer 1 million et quelques, presque 1 million. Donc, parce que ça fait que la destination est beaucoup plus chère, on aime vos mangues, on aime vos céréales, on aime le riz de Ségou, on aime le maïs qui vient du Mali parce que c'est de qualité, on aime tout ce qui vient de chez vous et ils vous le prennent à des coûts très moindres. J'ai pris l'exemple du nana, le nana que je fais la montée. C'est intenable. J'ai vu un type de poisson qu'on fait dans les villages. Enfin, c'est des arbres sauvages. Je pense que le nom, j'ai oublié le nom, mais on appelle ça quinquiliba. C'est presque du quinquiliba. Aujourd'hui, aux États-Unis, les stores qui les vendent, c'est des stores qui se comptent du bout des doigts. Et j'ai dit à un ami, si vous pouvez faire que ça, arrêtez votre travail, trouvez des jeunes qui vous mobilisent, faites des conteneurs, passez que ces arbres-là, comme ça, vous les récoltez, des fruits, c'est de l'or. Mais ce sont ces genres de choses-là qu'il faut comprendre de chez nous. Alors, le sachant, les acteurs de la jeunesse ici sont là. On est au top, on est très décisif. Malheureusement, on ne connaît pas ce potentiel. Imaginez-vous, si vous et vos amis, vous vous aidiez à comprendre le système, les problèmes du Mali. Dans 5 ans, ce que vous voulez que ça se positionne dans le pays va se passer. Dans 5 ans, 10 ans, je vous dis plus. Mais sachez que rien ne peut s'obtenir dans l'immédiat. Faites tout ce que vous faites avec le temps. Malheureusement, comme tout le monde, on veut les choses se passer demain. On le veut dans 2 mois, on le veut dans 6 mois. Mais l'horizon là, c'est important. Je veux que nous tous, qu'on puisse savoir comment est-ce que générer des données, ou bien confirmer ou infirmer des données. Parce que aujourd'hui, beaucoup de choses se disent par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation alimentaire, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'éducation, par rapport à la politique. Toutes ces choses sont des données quelque part. Et que ce soit les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, avant de décider de l'enveloppe d'un pays ou bien des conditionnalités d'octroi de quelque chose dans un pays, ils regardent ces données-là. Si ces données-là ne sont conçues que par vos ennemis, ça veut dire qu'ils auront une lecture négative de vous. Parce qu'il n'y en a rien. C'est comme qui dirait expertise et contre-expertise. Nous tous, on sait qu'en Afrique, on a une tradition orale. On parle plus qu'on écrit. Aujourd'hui, on doit essayer d'équilibrer ou bien de reverser la barre. Toutes nos données statistiques sont négatives. Allez sur Google et tapez la question suivante. Est-ce que Mali est un bon pays pour vivre? Google va vous faire des réponses. Et la majorité des réponses vont être non. Pourquoi? Ou bien vous dites la question, pourquoi Mali n'est pas un pays bon à vivre? Les réponses que vous aurez seront une litanie de raisons. Vous faites une question, pourquoi, bon, je parle Mali, je parlais de la zone Afrique, je parle de l'Afrique du Sénégal. Mais dites pourquoi l'Afrique n'est pas bon à vivre. La même question, pourquoi l'Afrique est bonne à vivre? Vous aurez. Maintenant, à vous de situer. Toutes les données statistiques qui existent aujourd'hui par pays africain contribuent dans l'agenda du développement à définir le seuil de risque et la crédibilité de ce pays. Les amis blogueurs que vous êtes ici, vous avez un impératif, un droit ici, vous avez un devoir de contribuer à donner cette part. Mais lorsque je vais sur Twitter, tout ce que je vois against Africa, je le commente tout de suite. Allez sur Twitter, allez sur Facebook. Aujourd'hui, Twitter est plus vite. Vous connaissez c'est ce que vous dites. Donc, vous voulez un échange. Alors, faites tout pour l'avoir parce que ça contribue à massifier, le terme ici c'est massifier le potentiel de données statistiques positives ou négatives au sujet de ton pays, de l'Afrique, du continent. Alors, travaillons sur ça, essayons de produire davantage d'informations. Ça donne une idée d'égalité de rapport, de sensibilité humaine.
Mais ça, je vous dis, ça compte. Si on contribue à renforcer ce relais statistique, ça va influer sur ce qu'on appelle un ensemble de processus de cadre réglementaire, non seulement vis-à-vis du pays local, mais aussi vis-à-vis de l'étranger. Comment est-ce que votre pays, ou bien le pays en tout cas, est vu, est perçu et est codifié. Ça, c'est number one. Number two, if I can't see it, I can't believe it. Si je ne peux pas le voir, je ne peux pas y croire. En africain, if you can't feel it, it doesn't exist. Si nous, Africains, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le croire, on ne peut pas le voir. On doit sentir quelque chose. Personne, l'intuition créatrice. Ils n'ont pas de ça. On a l'intuition. On peut voir quelque chose venir et on a une idée de la finalité de la chose sans qu'on l'ait vécu au moment où on parle. Ça, c'est africain. C'est pas chinois, c'est africain. Il faut qu'on sorte d'ici, on sache qu'on a une famille de professionnels. Il ne s'agit pas d'amateurisme du tout. La personne ici qui m'a parlé des choses qu'il fait seulement. L'Africain est polyvalent par définition. Et on doit l'être. Parce que l'environnement dans lequel on est, nous manquons beaucoup de choses en Afrique. Beaucoup de choses sont à faire. Et personne d'autre, excepté nous, pour le faire. Allez sur Twitter, lire quelque chose qui soit négatif, qui rapporte la réflexion de Mme Aïdara, qui dit non, grâce à un grand chercheur africain, vous avez reconnu maintenant que les parents étaient noirs. Ce sont ce genre de choses-là. Il faut pouvoir le dire right away. Vous avez l'information, vous ne l'avez pas, recherchez-les. Pourquoi cette base est importante? Le monsieur va faire un projet dans le domaine agricole. Il y a un fonds qui est là. On lui dit voici les critères. Tu le fais, tu dis mais attends, il faut que je contacte monsieur Sangaré ou monsieur Gaï pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage asseoir ces composantes. Tu le contactes, on voit que dans la justification, ça manquait des éléments d'inclusion de genre, de femmes. Tu as fait ton projet pour montrer que même dans ce village-là, ça existait des femmes dans ce village. Alors, nous on le prend, on développe cet aspect, et ton dossier part. Tu fais une demande d'emploi. Tu as une demande d'emploi à soumettre à un organisme. Tu as la demande déjà faite. Tu te dis, mais attends, je vais demander ça au gars, on me demande qu'est-ce qu'il faut acheter de montage. C'est pas parce que ce que tu as écrit n'est pas bon, mais c'est juste parce que tu penses que quelqu'un d'autre peut donner un coup de plus. Ça aussi, c'est de l'humilité. Il faut être humble. Ce qui fait que si quelqu'un d'entre nous veut solutionner pour un marché quelconque, activement partager les informations et les plans. C'est ce que je disais tout de suite. Si vous avez des informations, des plans d'affaires, des plans de business, ce que vous voulez faire dans 5 ans, votre idée, quelque part, ton idée résiduelle en matière de projet agricole, infrastructure, ton idée résiduelle, toi, peut être son idée majeure, vice versa. Mais si vous communiquez, lui, il est à un état avancé de son projet, il faut dire, ok, tu peux le développer, essayez de voir avec moi, on va trouver un système pour travailler ensemble. Si tu dis ce que tu avais, lui il était déjà très avancé. Mais il manquait un tout petit peu que Dieu a fait que c'était en toi. Tu lui livres ça, ce projet avance, et au temps, dans le temps, il se peut même que ton projet, toi, qui est résiduel, te fasse maintenant majeur. Ça te fait gagner beaucoup plus d'argent que le projet principal que tu as fait. Pourquoi? Parce que lui, il a pu mettre son input, son intrant dans le dossier. Vice versa. Donc ce sont ces erreurs-là, moi je parle de ça. Le manque de temps et de proximité physique ne peut plus être une raison du manque de communication régulière. Ça veut dire que si on quittait aujourd'hui, nous aujourd'hui on n'a pas le raison de faire ça parce qu'au moins vous avez un email. Au moins, si vous voulez envoyer quelque chose, répondez, s'engager socialement autour d'une culture dynamique d'excellence à prévaloir, ça va venir avec le temps. Parce que j'ai initié ça pour essayer de faire quelque chose avec un groupe de jeunes et avancer avec. J'ai contacté aussi d'autres collègues qui sont dans d'autres organismes. Ce qui les intéresse, c'est lorsqu'il y a des échanges en anglais. J'ai dit qu'on va initier des jours, on se rencontre pendant d'autres temps dans des endroits. Et on se rencontre pour parler en anglais de n'importe quel thème. Certains peuvent envoyer un email à l'avance et je vais vous expliquer sur ce que j'ai fait, cela. Quelqu'un vous dit que je vais poser une question à l'audience par rapport à cela, mais les réponses ne seront qu'en anglais. C'est pour faciliter que les gens puissent adopter la pratique de la langue anglaise. Donc, si vous pouvez venir ne pas parler si vous voulez, mais ce n'est pas interdit de faire des erreurs. Vous pouvez venir parler, whatever you want. Okay. Alors, donc, et là, ça a fini par cette phase, la crédibilité institutionnelle s'acquiert dans le temps. Donc, tout ce qu'on fera ici, ce sera
travail des blogueurs, des Twitter, journalistes ici. Que ce soit à Twitter, Bing, WordPress, YouTube, LinkedIn, Google, Facebook. Si on le fait bien, rassurez-vous, on va aider les jeunes à développer leur entreprise, et mettre en place de nouvelles business. C'est possible. Donc ça, c'est le second. C'est le troisième. La genèse des besoins. Qui a une fois entendu la pyramide de Maslow? Qu'est-ce qu'il dit en sait? La pyramide de Maslow. Et vous? Ok. Bon, ça fait un peu longtemps, mais je me souviens en première année en sociologie générale, quand on parlait de Maslow par rapport aux besoins de l'homme, les besoins de son niveau, de sa vie, etc. Ok. Pilote? Non, moi je sais qu'il parle seulement de la hiérarchie des besoins. La hiérarchie des besoins. Oui. Moi, c'est ça. Besoin d'appartenance. Exact. Ok. Donc c'est ça. C'est pourquoi Maslow, c'est un Américain, il est de New York, de 1908-1970, donc qui dans sa célèbre pyramide hiérarchisée par ordre croissant, depuis la base jusqu'au sommet, distingue 5 catégories spécifiques de besoins qui régissent le comportement de l'individu. Qui régissent le comportement de l'individu. Il a dit qu'il détermine, qui régissent le comportement de l'individu. Chez nous, en Wolof, je ne sais pas si on l'a emprunté en France, on dit un sac vide ne peut pas se tenir. C'est lié. Ça commence tout par ici. Manger, boire, dormir. Tout le monde, on parle tous de ça. L'Afrique aujourd'hui, tout le monde le sait. Même pas l'Afrique, les sociétés primitives. Parce que ça, c'est parti de l'expérience américaine et des recherches over years, à travers les décennies. Donc ici, il a distingué 5 niveaux de besoins. Je pense que vous ne pouvez pas bien lire de là où vous êtes. C'est un peu flou. Mais je vais lire pour vous ici. Donc, besoin physiologique, donc manger, boire. Besoin de sécurité et de protection. Une fois ces besoins-là réglés, tu sais que tu as beaucoup de mille, beaucoup de fognons, beaucoup de gombo, beaucoup à manger. Maintenant tu penses, j'ai beaucoup à maintenant j'ai plus aussi à manger, mais est-ce que les gens vont pas venir m'en voler ça? Maintenant tu es en forme de protection, de sécurité. À ce niveau-là, c'est réglé. Maintenant tu viens à des besoins sociaux d'appartenance. Dire que tu veux être de ceux qui sont les nobles, la classe qui a l'argent, qui a ce qu'il veut et tout ça. Maintenant, tu as un besoin d'appartenance à la société qui fait que ce besoin-là maintenant importe plus pour toi que les besoins de manger parce que c'est réglé. Mais une fois, il est déterminé qu'une fois ces besoins-là même réglés, tu as maintenant un besoin d'estime. Tu entends, tu vous dis que mais moi, personne ne parle de moi, personne ne parle de mon entreprise. Je veux que les gens parlent, que sachent que j'existe. Tu entends un gala qui se passe à Gao, que tu n'as jamais fait mis les pieds. Tu envoies un chèque de 5 millions pour être nommé là-bas. On dit que monsieur Tam a envoyé un chèque de 5 millions pour le soutenir. C'est le besoin d'estime. Il faut que les gens savent que tu fais les choses. Ça compte beaucoup plus toi actuellement à ce niveau. À partir de ce niveau maintenant, il y a le besoin d'accomplissement ou d'épanouissement. Et ça, c'est le secteur quaternaire des pays développés aujourd'hui, qui s'est développé dans l'industrie du jeu. Las Vegas, aux États-Unis, les gens vont là-bas et font n'importe quoi. C'est pourquoi on dit, il y a un slogan aux États-Unis, on dit what happens in Vegas stays in Vegas. Ça veut dire que ce qui se passe à Las Vegas, ça arrive là-bas. Ça veut dire que tu as la complète garantie de vie privée, bien de, comment on dit le mot, de vie privée, de couverture, personne n'en parle. Ça veut dire que tu fais des choses que personne ne doit savoir ou bien en parler, quand tu dis bien à Vegas. Donc ils ont développé une industrie de jeu. Tu vas là-bas, on crée n'importe quoi artificiel. Ils investissent des milliards de dollars. C'est une industrie du jeu à Las Vegas. Donc à ce niveau-là, ils ne font que l'épanouissement parce qu'ils sont accomplis. Alors nous en Afrique, on est là. Jusqu'aujourd'hui, avant que je vienne, je me suis dit je vais manger. J'ai dit que je vais éviter Sangaré, mais je vais make sure que s'il vient, il va trouver de quoi manger. Donc je commence à manger. Même la nuit, on se dit, mais est-ce que je dois manger demain? Qu'est-ce que j'ai là? Alors je vais faire doucement là. Je vais manger non pas un midi, mais je vais laisser le sable. Donc on est tous dans proposé. On a ce problème. On a ce problème. Si bien que nos amis qui ont manifesté un besoin pour l'agriculture ici,
Eux, ils ont vu un marché, c'est évident. Ils ne vont pas passer un service de mettre un télécentre à côté pour des photocopies, ce n'est pas un besoin. Mais ils savent que si ils investissent dans l'agriculture, tout ce qu'ils vont produire, les Traoré vont les manger. Donc ça, c'est un besoin. On est là. C'est pas... Actuellement, tous les pays développés ont passé par ce stade. Et c'est la maîtrise de chacun de ces niveaux qui fait le développement d'une société. Parce que graduellement, tu moves de niveau 1, tu vas à 2, 3, et ainsi de suite. Mais nous, depuis les indépendances, depuis bien avant, on est jusque-là, ici. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de solution. Les solutions, on va en trouver. Notre initiative sera du genre goutte d'eau. Goutte d'eau parce que déterminer les facteurs de succès de l'agriculture en Afrique. Il y a des innovations qui sont produites, des variétés semencières qui sont développées, des équipements motorisés qui sont améliorés, qui nous viennent de Philippines, mais vu que l'environnement et les conditions pédologiques là-bas sont différentes en Afrique, ces machines-là, une fois qu'elles viennent en Afrique, elles ont besoin d'être adaptées par les artisans locaux en Afrique. Lorsqu'ils sont adaptés, ça devient un semoir. Je prends l'exemple du semoir philippin. Il y a un semoir philippin au Mali actuellement qui marche très bien. Ici, on a donné aux techniciens de l'IR, ils ont travaillé avec et ils ont développé un prototype amélioré. Aujourd'hui, c'est avec ça que l'agriculture malienne fonctionne actuellement à beaucoup de, je dirais à 90%. À la fin de l'activité, ils veulent une pérennisation. Et c'est dans le sens de la pérennisation qu'ils voudraient que les acteurs se positionnent pour faire le suivi de ces réalisations. Et c'est dans ce cadre que j'avais dit, la seule chose qu'on peut faire, la chose la plus rapide qu'on peut faire, c'est de trouver des noyaux d'organisation ou bien de jeunes qui existent bien, qui sont à créer, et le positionner en relais par rapport à la reprise de ces activités une fois le projet terminé. Il y a ça existe, comme ça, beaucoup de projets au Mali, en Afrique, au Sénégal, partout. Des gens, le projet fini, il n'y a pas de relais. Alors, ce qu'on peut faire ici, donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et j'ai mentionné ça comme ce genre de schéma qui dit que il y a la ressource, tout ce qui est l'argent, il y a la ressource financière, la ressource technologique, l'expertise et tout ça, les semoirs, tout ça est là. Le cadre est là, c'est l'environnement. Il y a des mécanismes de financement, mais quand même, des fois, il faut montrer un peu d'expérience dans ton activité. Des fois, ça, c'est le système classique. Aujourd'hui, il y a des systèmes non bancaires de financement des activités de développement agricole dans tous les pays en Afrique, dans le monde. Malheureusement, l'information ne passe pas à ce niveau-ci. Mais il est possible aujourd'hui d'avoir des soutiens pour développer l'activité que tu veux en tant qu'acteur. Maintenant, qui est acteur? Ici, nous tous, nous sommes acteurs. L'acteur est celui-là que les agences multilatérales, les bailleurs de fonds classiques que nous connaissons, l'Union européenne, le Fonds européen de développement, la Banque mondiale, tout ça c'est ici. Il y en a une parterre impossible au Mali. Lorsqu'il parlait de partenariat de cela 15 ans, il ne parlait que de gouvernement. Les coopérants au développement, tout le monde sait que c'est une idée absolument répandue. Ils ne travaillent qu'avec les gouvernements, tout le monde le sait. Si je disais que, j'ai posé une question tout de suite dans la salle, je dis, les partenaires au développement, les agences multilatérales, ils travaillent dans les pays dans lesquels ils s'investissent. Avec le secteur privé, le gouvernement ou bien les populations. Tout de suite, la majorité vont dire avec le gouvernement. Ça a changé. Mais très peu le savent. Toutes les ethnies du Mali. Ça, c'est la responsabilité de nos amis blogueurs là. Vous savez ça au moins. Il y a toutes les ethnies et donc les gens cohabitent ensemble. Et maintenant même il y a des problèmes intercommunautaires. Parce que les gens n'arrivent pas les bergers et les agriculteurs n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Ils arrivent même à des affrontements où ils s'entretuent entre eux. Donc nous, on essaie d'alerter les gens et qu'ils voient tout ce qui se passe dans le centre du Mali. Mais est-ce que vous avez des gens dans votre association qui s'occupent du blogging, de l'information? Oui, on a une page sur... Moi que récemment j'ai fait sa connaissance à travers Facebook. Je ne connais pas, je vais me envoyer une invitation de l'accepter. Parce qu'ils font un peu du militantisme. Non, ils font du militantisme sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, c'est vrai que la question est assez sensible, surtout quand on est au Mali, parce que ça frôle un peu le fait de tomber dans le communautarisme. Je voyais même un journaliste qui vient d'être publié en pratique, qui avait fait un article. Donc, qui avait assimilé les peuples
à Amadou Koufa et les Touaregs au MNLA et au Ouagadougou, il y avait les Touaregs qui avaient pris l'article qu'ils ont départagé, ils ont mis l'accent encore sur le fait que les journalistes étaient mal écrits. Donc si chacun commence à tirer, ça frôle un peu, et souvent il faut décadrer un peu le débat. J'ai vu aussi votre intervention sur TV5 avec Karou Makassa sur le Roadway, c'était très bien. Et je vous félicite pour ce que vous faites, mais il faut recadrer encore le débat pour ne pas qu'on dise, mais voilà, ça c'est telle ethnie qui fait ça, et l'autre ethnie est comme ça et tout ça. Il faut recadrer parce qu'on est dans un pays où c'est une chose sensible et les gens ont souvent du mal à comprendre. Mais de Ségou. C'est une zone où il y a des Bambara et il y a beaucoup de problèmes dans ces zones-là. Dire que ça peut être un problème entre Peul et Bambara. Ethnique, alors que ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'exactions qu'il faut qu'on doit éclaircir les choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec Peul, Bambara. Même récemment à Kemasina. Je ne sais pas si vous avez appris ce qui s'est passé à Kemasina. Non? On a appris tout, mais c'était à la Le problème, c'est éleveur, agriculteur. Ça n'a rien à voir. La fonction hashtag qui veut dire soutien collectif, c'est différent. Mon soutien mutuel, c'est moi supportant mon frère, vice-versa. Moi supportant ma soeur, vice-versa. Moi supportant mes amis blogueurs, vice-versa. On se supporte, on sait que tout ce qu'on fait pour l'autre va le revenir. Alors que l'idée du soutien collectif, c'est comme si tu donnais ton temps et ton assistance au groupe et que le groupe ne te revient pas. Ça, avec le temps, tu n'as pas l'impression d'être rendu par monnaie. Mais ici, dites-vous que tout ce qu'on se donne ici, tout ce qu'on se donne nous revient à nous. Parce qu'il n'y a que nous ici. Il n'y a que nous. Et tout ce qu'on peut faire en tout cas pour faire avancer les agendas des uns et des autres, on va le faire. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est toujours l'expliquer. Si c'est un petit peu expliqué, vous pouvez toujours les poser. Mais donc, sur cette note, je vais vous publier. Donner donc une note merci à votre amabilité. Et donc, pour vos questions-réponses, c'est toujours convient, que ce soit en ligne, phone, email, whatever, c'est toujours là.